Hello à tous, bonjour, vidéo spéciale aujourd'hui, nous buvons de l'alcool mais c'est pas grave, on est à vélo, c'est pas interdit. On a une FAQ sur le feu, je vous ai posé des questions sur Instagram, vous avez répondu en nombre, en masse. Il y a tellement de réponses que je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, je vais faire des mix parce que plusieurs questions des fois se ressemblaient. Mais on va la faire cette FAQ en même temps qu'on essaye les nouveaux vélos électriques Mocwheel. On est à quoi, 2-3 km, non peut-être plus du musée là. Et voilà, on est parti avec tout à l'heure. Là on va faire le retour, au moins on les a pris en main un petit peu. Ce qui permettra d'en parler mieux que si on les connaissait pas du tout. Donc voilà, c'est un contenu sponsorisé, non rémunéré. Ils nous ont offert 2 vélos pour qu'on en parle, donc on va le faire. Et en même temps on va répondre à vos questions. D'ailleurs, il y en a plein qui ont dit mais vous n'avez pas de bague de mariage. Si, voilà. Il est où votre problème, hein? C'est très bien ta bague de mariage. Très bien ma bague. Merci pour ma bague. Voilà, donc déjà nous avons 2 modèles, le Mesa Light ST et le Mocwheel Mesa Light, c'est tout. Il s'appelle juste Light lui. Okay. Oui. Très bien. Donc ce sont des vélos à assistance électrique, hein, comme vous pouvez le voir. La batterie est là, on les a chargés, ça se met sur un port de maison très simple. On peut aussi, j'imagine, le charger sans démonter le truc. C'est pas mal. Et puis là, il y a plein de petits machins qui vous expliquent comment rouler. Et il y a des freins à disque avec des systèmes de freinage pas mal. Qui s'appellent Tech-Pro avec de la Mineral Oil. Voilà. Allons-y. Tout ça. C'est vachement haut. J'avais réglé la selle plus bas tout à l'heure. Ah, j'ai oublié d'enlever la béquille. Il faut que je baisse le... Ah, je vais dérailler là, c'est sûr. Ah, du coup, l'avantage, tu vois, quand tu as un vélo normal, c'est super chiant parce que quand tu veux démarrer en 5e, c'est pas possible. Là, tu mets l'assistance, donc là, ça te dit la vitesse, combien de kilomètres tu as fait sur le triple, le temps et le pas. Le pas, c'est le niveau d'assistance. Si je mets 5, normalement, je peux démarrer, voilà, même si je suis en grande vitesse. C'est très pratique. On part pas. Bah, dans le sens où je vais. Voilà, ça va être bien cette petite vidéo tranquille. Rien à dire là-dessus, tout est parfait. Alors, allez, on va se mettre en 7e vitesse, assistance 5e niveau. Voilà, c'est très bien. Je pensais qu'il avait oublié sa connerie puis qu'il avait resté le cul à l'air tout le long, mais même pas. Même pas drôle. Donc, on va vous répondre à vos questions. Le principe de la FAQ, ou de la RAQ plutôt, du coup, réponse aux questions. Première question qui revient le plus souvent, quand est-ce qu'on va se remettre sur la 604 de Papou et la 205 de Papou? Alors, ça fait un barouf le truc. Ah, salut les poules. Oh, regardez, un vieux pick-up, des trucs qu'on n'imaginerait pas dans les arrière-recoins des petites routes de la France. Alors la 604 de Papou, elle est toujours dans le même garage que là où on avait commencé à la démonter, donc chez Cédric. Cédric a remis son activité, si j'ai bien tout compris, à un pote à lui, parce qu'il est parti vers de nouveaux horizons. Et donc la voiture est là-bas, on n'y a pas touché depuis le 1er mai 2021, donc ça fait littéralement 3 ans, exactement presque jour pour jour, que je n'ai pas vu cette voiture. J'ai failli la récupérer en juillet dernier, parce qu'il y avait un événement à côté du Mans, le Big Car Show, au circuit du Mans même carrément, et j'ai pas eu le temps au final d'y aller parce que j'avais un déménagement à faire. Je déménageais mon appartement dans le musée, puisque j'ai désormais mes appartements de fonction dans le musée. Donc je ne suis pas allé chercher la voiture, et depuis, figurez-vous que je n'ai pas vraiment eu le temps de retourner au Mans chercher cette bagnole. Vous allez me dire, mais il y en a pour une demi-journée aller-retour, bon une journée plutôt, ben ouais, et ben voilà. Là je pourrais par exemple aujourd'hui, mais j'ai préféré vous faire une vidéo RAQ. J'aurais pu faire une RAQ en allant chercher les voitures. C'est surtout que j'ai d'autres trucs à faire après. La RAQ elle prend 20 minutes et après on passe à autre chose. On doit réparer des voitures du musée et aussi travailler, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais
gérer tout ce bazar, c'est quand même un sacré boulot. Et Émilie m'aide grandement là-dedans. Ça permet de passer à la deuxième question. Qui est Émilie? Que fait-elle? Eh bien, Émilie... Ça passe devant, parce que je parle de toi, comme ça je peux te filmer en même temps que je parle de toi. Alors Émilie, qui est-elle? Comment sont se rencontrer? Sont se rencontrer au Budapest Rally, à la fin du Budapest Rally l'année dernière. Sont se plus, hein, on s'est dit tiens, on avait quelques petits points communs sympathiques. On s'est dit que peut-être qu'on pourrait se revoir à un moment donné. Donc bah, on s'est revus pendant l'été 2023. Un amour est né. Voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on raconte, c'est quoi la suite de l'histoire? Je pense qu'il faut parler plus fort. J'ai dit c'est déjà pas mal. D'accord, vas-y passe, on bloque une voiture derrière. C'est déjà pas mal comme elle a dit. Et donc bah, comme vous le savez si vous suivez les vidéos, et si vous ne suivez pas souvent les vidéos vous allez le découvrir là, mais nous nous sommes donc mariés au mois de février dernier. Donc ça fera bientôt 3 mois. Elle a quitté son travail qu'elle faisait en Suisse, elle était ergothérapeute, elle travaillait avec des enfants. Donc elle travaille, c'est pas possible, on choisit les routes de campagne les moins occupées du monde et en fait si, il y a 10 millions de voitures. Donc Émilie était ergothérapeute, elle travaillait avec des enfants en Suisse. Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais payée à faire quoi? À faire des jeux. C'est trop bien. Ça consistait en quoi? À aider les enfants qui avaient principalement des problèmes scolaires ou des problèmes de motricité à faire que ça aille le mieux possible. Et pour faire ça on faisait des jeux, donc c'était bien. Tu étais payée à jouer. Payé à jouer. Très bien. Et maintenant tu es payée à quoi? Je suis payée. Oui. Oh la menteuse, oui t'es payée. Je suis payée à faire du vélo en vrai. Ok, bon. Aujourd'hui, elle est au musée. Elle a décidé de dire des conneries. Non, aujourd'hui, donc elle est freelance à son compte et elle aide tous les aspects du musée, notamment le commercial, c'est-à-dire les demandes de location. Parce que oui, ça c'est aussi les questions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos sources de revenus? Et ben écoutez, aujourd'hui le musée, enfin on va pas dire le musée, pardon, on va dire Moviecar Central, parce qu'il y a deux entités, il y a Moviecar Central et il y a Pop Central. Moviecar Central, historiquement, au tout début, c'était de la location de voitures pour événementiel, pour mariage, pour soirée, pour tournage vidéo, puisqu'on dès le début en Suisse, on faisait déjà des tournages pour la TSR, donc la télévision suisse. Des salons, on a fait des salons geeks, des salons de toutes sortes, même professionnels. Dernièrement, on était même au salon de l'auto il y a 2 ans pour une banque sur leur stand. Il y a moins longtemps, on est retourné à Vivatech pour la même banque. On a fait Vivatech pour Warner Bros aussi. Enfin voilà, c'est les locations de voitures, c'est vraiment il y a plein de typologies de clients et d'événements sur lesquels on peut être amené à venir. On a fait le circuit de Formule 1, enfin le Grand Prix de Formule 1 en 2021. La plus grosse expo qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était en 2021-2022 à The Village à côté de Lyon, où on avait exposé les voitures pour le lancement d'une zone du centre commercial qui n'avait pas encore été ouverte. Je me fais attaquer par des guerres ou je ne sais quoi. Donc on avait mis 20 voitures pendant 1 mois. Et après ils nous avaient repris 20 voitures pour les mettre en Espagne sur le lancement d'un autre centre commercial. C'était le groupe Falsbourg qui nous avait fait ça. Donc c'est la plus grosse expo jusqu'à présent, mais qui va bientôt être suppléée par, je vous l'annonce, du coup je l'ai dit sur une story Instagram, mais là je vous l'annonce officiellement ici. On va être au salon de l'auto à Paris à la fin de l'année, donc en octobre, avec au moins 25 voitures sur plus de 1000 mètres carrés. Donc je suis méga fier. Vous pouvez pas imaginer ce que ça me rend fier d'exposer mes voitures à Paris. Et en plus c'est pile 30 ans après l'expo de 94, au même salon de l'auto, où ils avaient mis des voitures de cinéma qui venaient d'une collection. Alors à l'époque on savait pas d'où ça venait, mais maintenant j'ai découvert depuis plusieurs années que c'était un musée qui était en Angleterre, Cars of the Stars ou Star Cars, je sais plus comment ça s'appelait exactement, qui était un gros musée de voitures de film, la plus grosse collection de voitures de James Bond. Et le gars a fermé le musée parce que le richissime Désert, Monsieur Désert aux États-Unis, lui a racheté toute sa collecte d'un coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est chez Désert toute la collecte James Bond et l'intégralité des voitures de film qu'avait ce monsieur anglais, qui avait exposé donc au salon de l'auto 1994
ces voitures. Et c'est comme ça que j'ai découvert pour la première fois de ma vie des vraies voitures de cinéma qu'on pouvait voir et entre guillemets presque toucher. Donc c'était absolument incroyable et j'ai encore les photos d'ailleurs. Peut-être essayer de vous les passer là. Matez-moi ça. Après, on se dit que du coup la passion vient pas de nulle part non plus. Et ouais, Batmobile 89, Salon de l'Auto 94. Choupette. C'était des répliques, hein. C'était, alors à l'époque je le savais pas, mais maintenant j'ai l'info. C'était un musée de voitures de film, un gars qui avait en gros la même passion que moi, mais en Angleterre, qui avait un petit musée de voitures de film où il avait une vingtaine de voitures. Et du coup c'était exposé en Angleterre. Et il les avait loués pour le salon de l'auto à Paris. Ça par contre c'était la vraie, la safrane des visiteurs. Et il y avait Lego Technique qui exposait une voiture grandeur nature en Lego, assez stylé. Voilà, moi en train de rêver devant K2000. Ah bah tiens voilà, je savais qu'il y avait une autre photo de la Lego Technique qui traînait. Les sièges étaient fous. C'est la photo que je vous ai montrée sur Instagram où je suis en train de tirer la langue à mon grand-père qui me prend en photo. Croire que je devais pas aimer ça. Et alors là, il y a un mec qui a été immortalisé dans l'instant avec une ganache. Il est magique. Tu sens qu'il est déterminé, on sait pas où il va, mais il y va. Et derrière, il y a un mec habillé comme Giscard d'Estaing. Donc c'était cool parce qu'il laissait les enfants rentrer dans les stands, mais que les enfants. Donc ça, c'était assez sympa. Waouh, alors en descente là, on est à 40 km/h. Donc je vous disais, je vais essayer de vous passer les photos si je les retrouve là, en même temps qu'on discute. Et bah voilà, 30 ans plus tard, je me retrouve au salon de l'auto. Je me dis que j'aurais aimé que Papou voit ça. Parce que c'est un aboutissement pour moi. De pouvoir présenter ce que je fais et du coup peut-être créer d'autres vocations, que d'autres enfants, d'autres jeunes voient ça, voient que c'est possible de faire ce genre de choses et se disent bah, pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas dans l'aventure des voitures de cinéma également. Ça participe à la passion automobile dans son ensemble. Ah, je roule trop vite à vélo, d'accord, ralentir. Donc voilà, on sera évidemment, le vent recommence pile au moment où je parle. Normalement avec les lunettes ça va beaucoup mieux qu'avec l'iPhone, donc ça devrait le faire. Dites-moi si vous entendez pas bien. Et donc ouais, on aura toutes nos voitures là-bas. Et donc voilà, première corde à l'arc de Movie Car Central, location de voiture. La deuxième corde qu'on a mis en place, que j'avais mis en place très tôt, hein, même déjà à l'époque où j'ai commencé tout ça en Suisse. Je faisais des tours en conducteur où moi j'étais passager, donc j'ai commencé avec la DeLorean. À l'époque j'avais une Camaro Bumblebee 2012 et on faisait aussi conduire ma Testarossa et la Daytona que j'avais à l'époque et le van de l'agence touriste que j'avais déjà. Donc tout ça c'était en 2012-2013. Quasiment tout ce qu'on fait aujourd'hui avait été mis en place dès les premiers mois de mon idée. Mais tout n'avait pas pu être continué dès le début parce que j'étais tout seul et c'était un peu compliqué de tout mener de front. J'avais même ouvert un premier magasin à Vevey, en Suisse, tout premier magasin qui faisait, je sais pas, 35-40 mètres carrés. Il y avait la place de mettre juste une voiture, mais il y avait des jouets et à l'époque je voulais vendre des DeLorean et ça n'avait pas marché pour X raisons parce que j'avais commencé à embaucher un pote pour bosser dedans et au final ça s'était pas super bien passé. Mais donc voilà, on avait fermé boutique au bout de 3 mois je crois, parce que je bossais encore pour Peugeot à ce moment-là, j'étais encore chef des ventes du garage Peugeot qui était à 1 km de mon petit magasin, donc dur de mener les deux de front. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé l'année d'après de partir de chez Peugeot et tenter l'aventure à grande échelle. Donc voilà, location de voiture pour l'événementiel, location de voiture pour les conduire, donc driving experience. Et ça on l'a fait de plus en plus quand on est arrivé au circuit LFG en 2019. Là on a vraiment pu faire des événements à grande échelle.
Et à l'époque ça m'avait semblé durer longtemps, mais maintenant quand je me retourne un peu sur cette période-là, ça n'a vraiment pas duré longtemps. On est arrivé à LFG en mai 2019 et on a fait 2 ou 3 événements je crois. Et puis on s'est fait casser direct les pattes par le Covid, ce qui fait que l'événement qu'on devait faire en mai 2020, il a été annulé. Et l'événement d'avant ça c'était octobre 2019 et on avait Sami Nasseri avec nous. C'était le plus gros événement, on avait eu plus de 1000 personnes, c'était énorme pour ce que je faisais à l'époque. C'était très cool, mais c'était en extérieur et on s'était pris la pluie vénère. On aurait eu beaucoup plus de gens sans la pluie. C'est là que je me suis dit, il faut vraiment qu'on ait un musée, un endroit fermé où on puisse exposer les voitures. Musée qu'on avait testé à petite échelle à côté de mes premiers locaux officiels en France, qui était à côté d'Arpajon, à Brétigny-sur-Orge, chez Jeep Village. Jeep Village, qui est donc le plus gros vendeur de Jeep et de pièces de Jeep de l'armée de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils avaient construit des petits hangars, j'avais un hangar de 150 mètres carrés, si vous regardez les premières vidéos de la chaîne, quand je répare K2000, etc., c'est là-bas que ça se passe. On a commencé à faire des cars and coffee en extérieur à cet endroit-là, où les gens pouvaient venir voir les voitures. Et on avait été jusqu'au moment où j'avais pris un gros studio, parce qu'en fait Jeep Village ils sont installés dans les anciens studios d'Arpajon qui étaient des studios de cinéma. Et donc il y avait un studio quasiment en état de fonctionner encore, qu'on avait pris de manière éphémère juste pour tester le concept de musée. C'était fin de l'année 2018 si je dis pas de bêtises. Et ça avait bien marché. On avait eu pas mal de monde. Alors qu'à l'époque on avait, si je dis pas de conneries, on n'avait même pas 12 voitures, on avait un truc comme ça, genre 10-12 voitures. On avait fait une première expo, j'avais déjà mis des vidéoprojecteurs qui projetaient les films derrière les voitures. Voilà, on avait fait ça avec les moyens du bord, un petit éclairage un peu sympa qu'un pote m'avait installé. Et donc bah tiens, j'essaie de vous mettre le lien vers cette vidéo là aussi, parce qu'il y a une vidéo qui montre tout ça. C'était à ce moment là que j'ai rencontré pour la première fois Laurent Schmitt, qui était venu, qui avait fait une vidéo sur cette première expo. Donc voilà, première expo là. Après on était parti à la Ferté-Gaucher sur le circuit pour pouvoir se développer et faire des baptêmes de voitures de manière beaucoup plus industrielle. Covid nous a cassé les pattes, on ne pouvait pas faire de musée là-bas. Et donc là il y a une période transitoire que j'ai jamais vraiment expliquée et que je vais vous expliquer maintenant. Donc suite à l'annulation au dernier moment de l'événement au circuit LFG, je sais pas s'il y en a ici qui ont vécu ça ou qui avaient réservé et qui du coup se sont fait annuler. Longue histoire, hein, mais en gros les restrictions Covid avaient été levées. On avait le droit de faire l'événement en octobre 2020. Et une semaine avant l'événement, moi j'étais pas hyper chaud parce qu'on avait quelques voitures qui n'étaient pas encore tout à fait bien réparées. On avait des trucs qui n'étaient pas ouf. Et j'avais envie, pour plein de raisons, de pas poursuivre en fait et d'annuler l'événement, enfin en tout cas de le repousser une nouvelle fois pour le faire dans des meilleures conditions. Et les gens du circuit m'ont dit non, on a besoin de thunes, parce qu'eux évidemment on les payait, et grassement d'ailleurs. C'est-à-dire que sur une journée où on faisait peut-être 10 000 euros de chiffre, eux prenaient 5 ou 6 000. Donc voilà, on travaillait beaucoup pour récupérer même pas la moitié de ce qu'on avait mis, parce que nous on avait des frais aussi de notre côté. Hein. Si on récupérait 4 ou 5 000, on devait quand même payer des gars. On a des impôts dessus, enfin voilà, c'est pas 5 000 dans la poche, donc beaucoup de boulot pour pas récupérer à mort à la fin. Et le circuit nous dit ouais, on a besoin d'argent, donc maintiens ton événement. Je leur dis ok, mais si on le maintient, vous nous l'annulez pas au dernier moment quoi. Genre si on dit aux gens c'est bon, vous pouvez venir. Parce que comme c'était vraiment une période incertaine avec le Covid, plein de gens nous disaient est-ce que c'est bon, est-ce que vous êtes sûr, parce que nous on réserve des hôtels, tout ça. Et donc si on confirmait aux gens que c'était bon et que c'était maintenu, fallait pas redéconfirmer derrière. Donc nous on a envoyé un mail, l'événement était le samedi si je dis pas de bêtises. On a envoyé un mail le mercredi ou le jeudi pour dire c'est bon, c'est confirmé, vous pouvez venir. Et là le vendredi, le gérant de l'époque du circuit, parce qu'il a été vendu depuis, le circuit c'est plus du tout la même équipe, peut-être qu'on comprend pourquoi d'ailleurs, le gérant du circuit m'appelle et me dit faut annuler, il y a une tempête qui nous arrive dessus. Je dis mais il n'y a pas de tempête, moi ça me dit grand beau. Il me fait non mais toi tu as la météo normale, nous on a la météo agricole, il y a un avis de tempête gigantesque. Alors ce qui était vrai, mais l'avis de tempête il était sur la Bretagne, il n'était pas sur la France, enfin sur l'île de France.
Et lui disait si ça arrive sur nous, faut annuler, ça va être une boucherie. De toute façon, si t'annules pas, nous on ferme les portes et les gens pourront pas rentrer, donc c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Préviens les gens qu'ils peuvent pas venir. Et je lui dis, mais j'ai dit à tout le monde qu'ils pouvaient venir, les gens ont réservé leurs trains, leurs avions, leurs hôtels, tout ce qu'il faut. C'est quand même chaud, on avait 1200 personnes attendues, sachant qu'après tu avais les gens qui viennent sur place directement sans avoir réservé à l'avance. Donc ça allait faire une petite journée, je pense plutôt à 2000 personnes, tu vois, facilement. Et donc j'ai dû annuler l'événement en dernière minute. Et comme je voulais pas charger le circuit plus que ça, puisqu'on était installé chez eux, je voulais pas non plus qu'on soit en mauvais terme, j'ai dit que c'était une décision commune entre nous et le circuit d'annuler pour des raisons de sécurité, de mauvais temps annoncés, etc. Chose qui est très très mal passée. On s'est fait insulter par des gens. Il y a un mec qui était contrôleur aérien à Orly qui nous a dit vous êtes des menteurs, nous on a la météo la plus précise qui existe, il n'y a jamais eu de tempête annoncée. Et il y a des gens qui n'ont pas reçu le mail parce qu'ils avaient mal rentré leur mail dans leur commande ou quoi que ce soit, et qui du coup se sont pointés. Il y en a qui ont fait 8 heures de route, qui sont arrivés le matin au circuit pour trouver la porte fermée, quoi. Donc eux ils étaient vraiment très énervés. Donc autant vous dire que c'est un événement qui m'a beaucoup touché personnellement, parce que quand on s'emmerde, quand on se donne le mal de monter un business comme ça, faire rêver les gens, faire 2 événements qui se passent très bien, le 3e qui est repoussé pendant plus de 6 mois à cause du Covid, et quand finalement enfin on va le faire, on se le fait annuler par des sources extérieures, et que c'est toi qui passes pour le con parce que les gens t'en veulent à toi, ils s'en foutent que ce soit le circuit qui te l'ait dit, surtout qu'on leur a pas dit que c'était le circuit qui nous avait obligés. Évidemment le circuit, il n'y avait aucune trace écrite, hein. Il m'a juste envoyé un coup de fil en me disant bon on doit faire ça pour X raisons, et puis derrière il avait envoyé un mail de confirmation qui disait juste comme convenu au téléphone ensemble, on annule l'événement, où il mentionnait pas les raisons, donc en plus je pouvais rien faire devant un avocat puisque les raisons fallacieuses qu'il m'avait prétendues n'étaient pas écrites noir sur blanc. Donc sale histoire qui nous a franchement fait beaucoup de tort à la réputation à l'époque, parce qu'il y avait carrément des groupes Facebook qui s'étaient montés de gens scandalisés qui demandaient à être remboursés. Et honnêtement, on n'avait pas ce qu'il fallait pour rembourser dans la seconde, parce que les gens payaient leurs billets depuis... l'événement devait être au mois de mai, donc les gens avaient acheté des billets déjà depuis février-mars 2020. Là, on était en octobre. Pendant le Covid, on n'avait pas une grosse activité, donc l'argent qui avait été encaissé, évidemment qu'il avait déjà été utilisé. Et donc quand on se retrouve à devoir rembourser, en tout cas, imaginez de rembourser plus de 1000 personnes du jour au lendemain, à l'époque le gouvernement avait mis en place un truc qui disait que les événements annulés qui devaient être remboursés, on avait 18 mois pour les rembourser, puisque à cause du Covid il y avait des circonstances atténuantes, et que donc les gens devaient se montrer patients, et que oui il fallait rembourser les gens, mais qu'ils nous laissaient un gros délai pour qu'on puisse se retourner. Sauf que quand tu expliques ça à des gens qui te voient avoir des Ferrari, des DeLorean, des voitures de film à tire-larigot, les mecs ils disent attends c'est bon, t'as les moyens de rembourser, vas-y fais pas ton fragile, commence pas à invoquer le Covid machin, on sait que t'as les moyens. Mais les gens se rendent pas compte, l'argent qui est dans les voitures, il est dans les voitures, il est bloqué dedans, et sinon le compte en banque il fluctue, mais en général il aura des pâquerettes. Le but c'est pas d'avoir 2 millions d'euros d'avance sur un compte, ça sert à rien. Donc non, on n'avait pas la trésor au moment voulu. Heureusement, le problème c'est pas montré si insurmontable, parce que les gens sont quand même globalement gentils et compréhensifs, puisque ce qu'on leur vend c'est quand même un truc, c'est du rêve quoi. Ils voient bien comment on fonctionne, on n'est pas en train d'essayer de vendre des matelas. Et donc nous on a dit qu'on allait essayer de se retourner le plus vite possible pour pouvoir proposer aux gens de voir les voitures dans d'autres circonstances. On leur a demandé d'être patients, et sur les 1200 en vrai il y en a peut-être que 200 qui ont demandé réellement à être remboursés au final. Donc tout ça pour en arriver à quoi, que suite à cet événement désagréable, j'ai décidé de quitter les circuits LFG, parce que franchement le coup qu'ils nous avaient fait il était dégueulasse, et puis je raconte même pas les autres choses qu'ils nous ont opposées à eux, où ils nous avaient fait des promesses au début, pareil pas écrites sur papier, et puis du coup on s'est retrouvé derrière à se faire entuber sur des frais qu'ils nous ont rajoutés par rapport au loyer. Ils nous ont demandé des charges qui étaient quasiment à 60% du prix du loyer, alors qu'à la base quand ils nous ont loué le truc avant qu'on ait le bail, ils en avaient jamais parlé et c'était pas inclus dedans. Enfin bon, LFG, gros problème, c'est plus, encore une fois maintenant ça a été vendu, c'est d'autres gens qui apparemment sont très bien, donc il n'y a plus de soucis, mais voilà ce qui nous est arrivé.
Donc pour toutes ces raisons-là, on s'est barré d'LFG. Il nous fallait une solution immédiate pour se retourner, pour pouvoir poursuivre l'activité. Dans ces cas-là, tu n'as pas trop le loisir de choisir. Tu prends ce qui vient le plus vite. Parce que mine de rien, il nous fallait quand même au moins 1000 m². Et à 1000 m² en pleine sortie de Covid comme ça, pas évident. Enfin, c'est même pas sortie de Covid, pardon, on était encore en Covid. C'est-à-dire que tu pouvais faire des événements extérieurs fin 2020, mais toujours pas des événements intérieurs. Et donc, octobre, on annule l'événement. Je crois que sous 10 jours, on s'est barré de là-bas. Et on est parti à la Garçonnière. Ça a été l'épisode de la Garçonnière à Grigny, dans le 91. Une zone qui est pas vraiment excitante, c'est juste derrière l'usine Coca-Cola. Ceux qui connaissent le coin savent que c'est pas le coin le plus glamour d'Île-de-France, ou même de France tout court. Mais voilà, on n'avait pas le choix, on est allé là-bas. C'est Akram qui m'avait présenté François Lamberdière. Et donc on s'est retrouvé à la Garçonnière du jour au lendemain à mettre nos voitures là-bas et à recommencer idéalement le plus vite possible une nouvelle expo pour pouvoir faire que les gens qui avaient des billets puissent venir visiter. Et là, rebelote, normalement les restrictions Covid devaient être levées en novembre 2020, ils ont repoussé, après ils ont dit que ça serait pour Noël. À Noël ils ont dit non, c'est toujours pas maintenant. Et en fait ils ont repoussé. Donc nous depuis octobre 2020 nos voitures étaient dans la Garçonnière prêtes à exposer, prêtes à accueillir du monde. Mais le gouvernement n'a pas ouvert les vannes avant mai 2021. Donc c'est qu'en mai 2021 qu'on a pu ouvrir l'expo à la Garçonnière, qu'on a pu commencer à rouvrir les vannes de tout ça. Mais du coup, il n'y avait plus les roulages. On ne faisait plus du tout les roulages de voitures parce qu'il n'y avait pas de circuit et les routes environnantes étaient hyper embouteillées. Donc c'était vraiment pas l'endroit pour faire ça. Donc on a rouvert les vannes des visiteurs, mais pas des roulages à ce moment-là. Par contre, on pouvait enfin reprendre les locations de voitures à l'extérieur, etc. C'est pour ça que 2021 a été la plus grosse année pour Movie Car Central. Parce que tous les budgets qui n'avaient pas été cramés pendant 2020 et début 2021 par toutes les sociétés qui peuvent faire de l'événementiel, d'un seul coup les vannes se rouvrent. On a eu des demandes comme j'en ai jamais vu de ma vie. Et c'est là qu'on est parti faire le Grand Prix de Formule 1, qu'on est parti faire tout un tas de trucs, y compris donc le gros centre commercial. Donc on a fait un chiffre d'affaires qui pour nous était gigantesque cette année. Bon, la batterie de mes lunettes est tombée en rade, puisqu'effectivement je discute depuis je sais pas combien de temps. Je viens de découvrir une nouvelle fonction. Quand tu pousses ton vélo, c'est pas ça la fonction. Tu restes appuyé là, et en fait ton vélo il avance tout seul. Voilà. C'est quand tu marches à côté de ton vélo et que tu n'as pas envie de le pousser. C'est assez curieux comme complexe, mais et voilà. Très agréable ces vélos. Vous avez un code promo que je vous mets en description qui vous permet d'avoir 50 € de remise si vous voulez en acheter un. Mocwheel, merci à eux. On va pouvoir faire des belles promenades maintenant. Et revenons à nos moutons. Donc on a été à la Garçonnière qu'on a pu ouvrir en mai 2021. Ça a duré jusqu'à fin 2021 à peu près. Puisqu'après, donc comme je disais, on a exposé 20 voitures à The Village qu'on a ensuite mis en Espagne, dans un endroit qui s'appelait, je ne sais plus comment, mais c'était un grand centre commercial ouvert par Falsbourg. Oasis, voilà, ça s'appelait l'Oasis. Ce qui fait que du coup, on a à ce moment-là eu l'idée, enfin j'ai eu l'idée, d'ouvrir le premier magasin Pop Central, là où on avait exposé les voitures à The Village à Lyon. Parce qu'ils n'avaient pas encore de repreneur, c'est-à-dire qu'il y avait une marque qui prenait le magasin où on était, où on exposait les voitures, que 5-6 mois après. Et donc j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux tenter mon concept de café, magasin de jouets, slash arcade, slash musée, slash tout, dans cet espace-là. Et ils m'ont dit, bah ouais, vas-y. Enfin ouais, ils me l'ont pas donné, hein, on l'a loué avec un petit prix préférentiel. Et c'est comme ça que Pop Central a pu naître, que le premier Pop Central a vu le jour à Lyon. Ça a duré seulement 5 mois. C'est pour ça que plein de gens disent, mais t'as encore ton magasin à Lyon? Non, c'était vraiment les prémices de Pop Central. Le but c'était de faire d'autres magasins derrière, sauf que avant de faire ça, il fallait déjà stabiliser la situation de la collection de voitures. On finira par ce qui arrive ici. Bon, que je vous parle, je continue ma petite vie, comme ça vous voyez ce que c'est une journée standard chez Movie Car Central, Pop Central. Donc on a terminé Pop Central à Lyon. C'était en avril 2022, mai 2022 je crois, un truc comme ça.
À ce moment-là, on a aussi enlevé les voitures de l'Espagne, parce qu'il y a encore 20-21 voitures là-bas. Est-ce que... J'ai un vilain bouton sur le nez. Bon, j'enlèverai tout à l'heure. Tant pis, toute la vidéo sera avec ce bouton sur le nez. Ce qui s'est passé ensuite, c'est le moment où on devait construire, parce que le but, pendant tout ce temps-là, depuis décembre 2021, je savais que je voulais construire à Cartland, parce que donc on a discuté à ce moment-là avec le patron de Cartland, qui est une grosse piste de cartes, la plus grosse piste de cartes en Ile-de-France, qui est dans le 77 à Moissy-Cramayel. C'est le moment donc où le patron de Cartland nous a dit si vous voulez, vous pouvez vous installer chez nous, c'est stylé. Et donc, j'ai été voir un beau banquier. J'ai fait un petit crédit pour acheter un bâtiment qu'on allait construire sur son terrain. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Je jette de pierre à personne, mais en gros, on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée. Mais quand on s'en est rendu compte, c'était trop tard. C'est-à-dire que le bâtiment était déjà arrivé. D'où tous les gens qui disent mais attends, tu nous as montré que tu déchargeais un bâtiment à un moment donné d'un camion avec ton Fenwick là, avec ton Manitou, et ce bâtiment on n'en a plus jamais entendu parler. Exactement, à ce moment-là on faisait les tours de manège à Cartland. Le bâtiment aurait dû normalement être construit pour le mois de mai, juin 2022. Ce qui coïncidait avec quand les voitures revenaient d'Espagne et de Lyon, donc du coup exit la Garçonnière et on partait dans un endroit où déjà on aurait eu notre bâtiment, même si c'était pas notre terrain, et on aurait eu la piste à disposition pour pouvoir faire nos tours de voiture. En gros, revenir dans une configuration comme à la Ferté-Gaucher, mais avec un bâtiment plus grand. Ça ne s'est pas fait pour X raisons. Parce que l'utilisation de la piste en fait n'était pas possible avec des voitures, ça on le savait pas dès le début. Plein de choses qui font que ça a été compliqué, et que donc je me suis de nouveau retrouvé dans une situation où il fallait que je prenne une décision rapidement, parce que les voitures elles sont revenues pendant qu'on essayait de trouver des solutions et de construire le bâtiment quand même avant qu'on se rende compte que c'était complètement irréalisable. Et donc au final, les voitures sont revenues au mois de mai 2022, et ça c'est la période où il y en a qui ont compris, certains qui ont vu, certains qui ont imaginé, mais j'en ai jamais parlé parce que tant que j'avais pas la solution derrière, je voulais pas expliquer à quel point on était dans la merde. Mais les voitures sont revenues à Cartland donc en mai 2022. Moi dans ma tête je me disais bon, au pire elles vont rester 2 mois dehors parce que le bâtiment sera construit d'ici là, sachant qu'une autre partie des voitures était dans une petite ferme dans le 91 qu'on avait loué pour toutes les voitures qui n'étaient pas en expo en Espagne ou à The Village, et qui donc on avait déjà enlevé de la Garçonnière, parce qu'à ce moment-là on n'avait plus que 4-5 voitures à la Garçonnière, enfin non, un peu plus que ça, 10, mais on savait déjà qu'on n'allait pas y retourner, qu'on allait construire notre bâtiment, donc j'avais loué en tampon un petit corps de ferme qu'un pote m'avait trouvé pour mettre les autres bagnoles. Donc là-dedans il y avait la Xantia de Caméra Café, il y avait les 2 Batmobiles, parce qu'au début il n'y en avait qu'une, à la fin il y en avait 2. Il y avait... qu'est-ce qu'on avait d'autre là-bas? On avait la voiture de la Monte Carlo de Tokyo Drift, on avait la Fuego, on avait les 3 voitures du Grand Tour. Donc au final on avait quand même un petit paquet de voitures. K2000 était stocké là-bas aussi. Voilà, on avait un petit paquet de voitures stockées dans ce corps de ferme, qui étaient des voitures qui n'avaient pas beaucoup de valeur la plupart. Et c'est pour ça que elles n'étaient pas exposées dans les endroits où les autres étaient exposés. Mais du coup quand les autres sont revenus, j'ai été obligé de les mettre toutes sur le parking de Cartland dehors. Et ce qui fait que on a acheté plein de bâches, on les a mis dessus en se disant c'est pas grave, c'est pour 2 mois, c'est bon, et puis ils faisaient pas si mauvais que ça, tu vois, c'était au mois de mai. On s'est dit c'est pas très grave, et je me suis aussi dit je vais pas commencer à balancer des voitures qui valent cher, qui sont dehors à Cartland, dans le corps de ferme qui est à 1 heure et quart de route de là, parce qu'à l'époque on n'avait pas de dépanneuse non plus, et donc ça fallait que je paye à chaque fois un dépanneur pour déplacer les voitures qui roulent pas. Et comme dans ma tête ça allait durer 2 mois, en fait c'était le même problème que j'ai des fois, vous savez, quand vous dites oh ça va me prendre 5 minutes de faire un truc, puis au final ça vous prend 1 heure et demie, vous savez pas pourquoi. Mais moi ça m'arrive tout le temps ça. Là c'était ça, mais à l'échelle d'une vie et de mon business. C'est-à-dire que je me suis dit dans 1 mois ou 2 le bâtiment elle est construit, c'est bon. Puis en fait ça traînait, puis je me rendais même pas compte à quel point ça traînait, parce que quand elle naît dedans, tu n'as pas le recul, tu t'en rends pas compte. Et au final, les bagnoles, au lieu de passer 2 mois dehors, elles ont passé
quasiment 1 an à l'extérieur. Ce qui franchement les a pas aidées, surtout l'hiver en fait. Elles ont passé un hiver entier et ça c'était vraiment ce que je voulais éviter à tout prix. Mais les choses se sont faites de telle manière que on n'avait pas... Enfin, jusqu'à l'hiver, on espérait encore construire le bâtiment. Donc, il n'y avait pas de raison de déménager ailleurs. Et j'ai failli mettre un coup de pare-choc au mec de devant. Et au final, comment dire, oui, là, je vais à la poste chercher un gros colis. Je vais finir cette partie de l'histoire d'abord. Donc, au final, on est resté de mai jusqu'à janvier, mai 2022 jusqu'à janvier 2023 au même endroit, à Cartland, en train d'espérer qu'on nous délivre un permis de construire, que tout allait bien se passer. Et au final, donc, j'aurais pu déplacer les voitures qui étaient les plus sensibles, les plus chères, et les mettre dans la grange où il y avait les autres, mais ça voulait dire que du coup les autres, il fallait que je les sorte de la grange pour les ramener à Cartland. En gros, ça faisait faire 6, 7, 8, même plus, 10 allers-retours, la plupart avec des dépanneurs, pour translater des voitures où, à chaque fois que je me disais « Ah, il faudrait que je le fasse », je me disais aussi « Ouais, mais c'est bon, dans 1 mois, le truc, il est construit, on passe à autre chose. » Alors qu'en fait, non, pas du tout. Donc, ben voilà, les voitures ont pâti de l'inaction qu'il y a eu pendant ce temps-là et des... des errements qu'il y a eu à ce moment-là. Et effectivement, il y a quelques voitures qui ont pris cher. Bah, vous vous souvenez, pour certains, l'Evo 7 de Paul Walker, qui s'est fait braquer par des mecs qui ont ouvert le container où elle était stockée à Cartland pour voler la radio. Donc ils m'ont niqué le tableau de bord, ils ont pété une fenêtre. Tout ça pour juste voler la radio DVD qu'il y avait dedans. Mais il y a eu des problèmes plus graves. On a eu par exemple... des voitures qui ont eu très froid, très froid. Et le problème, c'est que, en fait, dans ces moments-là, tu penses pas à tout quand tu as autant de bagnoles. Et il y avait certaines voitures qui avaient de l'eau dans les moteurs et non pas du liquide de refroidissement. Notamment les caisses du Fast and Furious Live, parce qu'ils étaient obligés de tourner avec de l'eau dans le Fast and Furious Live au cas où il y a une fuite, parce qu'ils pouvaient pas mettre du liquide de refroidissement par terre dans les arénas où ils tournaient. Et puis bah, comme elle roulait bien, on n'a jamais changé ça. Et donc sur les 3, il y en a 2 qui ont survécu. La Supra et la Ice Charger n'ont pas eu de soucis outre mesure. Par contre, la Charger Toretto Street avec le compresseur, là, le bas moteur s'est légèrement fendu. Parce que quand l'eau devient de la glace, elle prend plus de place, ça force. Et puis le bloc, il est en alu et ça pète. Donc on l'a réparé, ça fonctionne, la voiture roule aujourd'hui, mais c'est pas beau et en vrai un de ces 4 il faudrait qu'on fasse un swap en tout cas du carter de tout le bas moteur quoi. Voilà, donc en gros les voitures, il y en a qui ont pris cher quand même pendant cette période là. Ça a été la pire période je pense, parce que ça m'était arrivé une fois que mes voitures soient dehors comme ça pendant aussi 1 an, mais j'en avais beaucoup moins, j'en avais 5 ou 6, et c'était à l'époque où j'étais passé de la cité du cinéma à rien du tout pendant un moment. Désolé, hein, l'histoire elle est complètement décousue, parce qu'à la base je partais de qu'est-ce qu'on fait comme business pour que vous compreniez d'où viennent les rentrées d'argent de Moviecar, puisque c'est une de vos questions. Et au final, pour vous expliquer d'où viennent les différents business, je vous ai raconté l'histoire complète de Moviecar Central en partant plus ou moins du début. Mais en omettant certains moments. Bon, peut-être qu'une fois je vous ferai le truc dans l'ordre. Mais en gros, à un moment donné, quand je suis parti de Suisse, mes voitures ont été pendant un moment à Bar-sur-Aube, dans le département de l'Aube, à côté de Troyes. Et j'ai habité à Troyes pendant 1 an et demi. Sauf que rapidement, j'ai commencé à bosser à Paris chez Mini pendant 3 mois, parce qu'à l'époque les voitures se louaient pas trop, puisque j'étais bien référencé en Suisse. Quand je suis arrivé en France, je n'étais pas référencé du tout, mon site internet. Donc j'ai rebossé chez Mini, chez un de mes anciens patrons, c'était le même patron que j'avais en Suisse d'ailleurs, pendant 3 mois en 2015. Et là, au début c'était parce que juste j'avais aucune rentrée d'argent, donc il fallait bien que je fasse quelque chose. Et au bout de 3 mois, en fait, j'ai commencé à rencontrer des gens du milieu du cinéma. J'ai été au Festival de Cannes. Enfin, c'était une période vraiment ouf. Dommage que je faisais pas trop de vidéos à l'époque. Et en fait, rapidement, les locations de voitures sont revenues et on commençait à faire double emploi avec mon boulot chez Mini. C'est-à-dire que
me retrouve à demander de partir pile poil à 19h à l'heure où on terminait parce que je devais aller à l'avant-première de Jurassic World à Paris et me faire engueuler par mon chef des ventes parce qu'il y avait un rendez-vous de dernière minute qui arrivait qui n'était pas prévu et que j'ai filé à ma collègue en mode je suis désolé mais entre un rendez-vous de gens que je veux peut-être leur vendre une voiture mais je vais jamais les revoir de ma vie et voir l'avant-première du premier Jurassic World qui était juste un événement incroyable puisque c'était le retour de Jurassic Park après des années de rien du tout depuis Jurassic Park 3. Le choix il était vite fait. Pareil pour Cannes, il voulait pas me laisser partir à Cannes, j'ai menacé de démissionner, il m'a dit ouais bon d'accord bon, on va à Cannes si c'est comme ça. Mais bon rapidement le côté movie car devenait trop prenant par rapport au côté continuer à bosser chez Mini, alors que j'adorais ça, franchement c'était cool de vendre des voitures, c'est un métier que j'ai toujours kiffé. Pour la clientèle, le rapport avec les clients, etc. Et donc, mes voitures, une fois les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, avec qui on a été à Cannes, on a fait un gros clip vidéo avec une DeLorean, etc., qui n'était pas la mienne, ça c'est encore une autre histoire. Ils avaient leur bureau à la Cité du Cinéma, les studios de Luc Besson, et je leur ai dit, mais vous avez de la place là-bas? Ils m'ont dit, bah ouais, il y a une grande nef, c'est un gros hall d'entrée, puisqu'avant c'était une usine électrique avant d'être des studios de cinéma. Et j'ai dit, vous croyez qu'il y a moyen que je mette mes voitures là-bas? Ils m'ont dit, bah on peut demander. Et donc, les choses se sont faites en un mois ou deux. Ils ont dit, ok, j'ai dégagé mes voitures de Bar-sur-Aube, des petits garages assez humides où elles étaient rangées, pour les mettre à la Cité du Cinéma. Je vais essayer de vous mettre des photos de tout ça en même temps. Ça va me prendre plus de taf que d'habitude parce que du coup, il y a du montage. Mais je vais quand même essayer de vous illustrer un peu toutes ces périodes de ma vie. Et donc voilà, voiture arrivée à la Cité du Cinéma. En 2015 et on est parti de la Cité du Cinéma en 2017 et là j'avais pas vraiment de plan pour me retourner et donc elles ont fini dans le jardin de mes grands-parents pendant un peu plus d'un an, de mi-2017 jusqu'à en vrai jusqu'à mai 2018, un truc comme ça. Et en mai 2018, donc j'ai appris en janvier 2018 que j'allais être papa. Ça m'a donné un bon petit coup de fouet, tu vois, parce qu'à l'époque je louais les voitures un peu sous le manteau comme ça, à l'arrache. C'était pas vraiment un boulot à temps plein. Et surtout, j'avais pas de vrai business, j'avais pas de vrais locaux. Je faisais ça à la The Bee et j'étais beaucoup aux États-Unis parce que dans ma tête, je voulais habiter aux États-Unis. Mon fils, l'annonce de mon fils arrive et là, je sais pas, mon corps est rentré automatiquement dans un mode. Il faut mettre tout d'équerre. Genre vraiment, ça s'est fait tout seul. J'ai dit, allez, stop, on arrête les conneries. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais la hantise de me dire qu'il fallait payer un loyer pour stocker mes bagnoles. Je me disais, si je commence à louer un hangar, imagine, j'arrive pas à le payer et tout, comment je fais quoi? Je voulais pas me coller un truc récurrent sur la tronche. Et là, c'est le moment où je me suis dit, mais à un moment donné, si tu fais pas ça, tu feras toujours que de la demi-mesure, du débrouillardise, de ah ouais, mon pote il m'a prêté un endroit, mais c'est pas sûr, mais machin. Je me suis dit, il faut que je sois autonome, mais du coup, il va falloir que j'envoie du bois pour être sûr de payer le loyer. Et en fait, tout s'est enchaîné. Mai 2018, on loue le premier hangar de 150 mètres carrés à Arpajon, où on a pu mettre, au début, il y avait 8 voitures, rapidement, il y en avait eu 10, elles étaient entassées les unes contre les autres. Septembre 2018, on achète, donc mon fils naît le 30 août 2018 et après, juste après, septembre 2018, on achète la 406 de taxi qui nous a rendu célèbres du jour au lendemain en France, qui fait que la chaîne YouTube est passée d'anglais à français parce que plein de Français ont débarqué à partir du moment où je suis passé chez Akram, à la télé, tout ça, dans les journaux avec la 406, on a eu une montée en flèche des gens qui regardaient le contenu. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de basculer en français parce que tous les Français disaient mec on comprend rien tes trucs, pourquoi tu parles anglais, arrête de te la péter là. J'ai fait le choix à ce moment-là, on est monté, on a pris plein d'abonnés très rapidement. Et donc voilà, là on a récupéré un peu la timeline du truc, puisqu'on a fait ça jusqu'à ce qu'on arrive en 2019, où on avait 2 bâtiments chez Jeep Village, donc le deuxième de 150 mètres carrés à côté du mien, donc parce que d'un seul coup on avait plein de voitures en plus, on pouvait pas en garder qu'un seul. 2019 c'est l'année où on a acheté le plus de voitures je crois, parce que donc on a créé la société avec mes 2 associés, et ils ont mis aussi eux de l'argent pour acheter certaines voitures, donc les achats se sont précipités. Il y a eu K2000, il y a eu la voiture de Starsky Hutch, il y a eu la General Lee, il y a eu plein de trucs qui se sont enchaînés vraiment rapidement, la voiture de Men in Black, etc.
Et donc c'est le moment où j'ai commencé à m'endiguer un peu plus en France et à avoir moins le temps d'aller aux États-Unis, même si j'essayais quand même d'y aller. 2019, j'y étais une fois avec mon fils et sa maman à l'époque. Et après, j'ai pas eu le temps d'y refoutre les pieds de tout 2019 parce qu'il y a eu le gumball, il y a eu tout ce qui s'est enchaîné aussi. Et 2020, Covid, bah pendant 2 ans, on n'a pas pu y foutre les pieds. Et là, ça m'a fait vraiment mal parce que je suis attaché aux États-Unis et puis petit à petit, je voulais quand même m'y installer. La maman du petit qui au début était pas contre, plus ça allait, plus elle disait ouais non, surtout quand on y allait, elle me dit ouais mais quand même ils sont pas tolérants, les droits des femmes, tout ça machin. Alors elle a raison sur plein de choses, mais il n'y a pas que ça et tout le monde n'est pas pro tout ce qui va pas aux États-Unis, quoi. Mais bon, donc dans ce cas-là, effectivement, on était plus en France et voilà, on a récupéré la timeline. Mai 2019, on est parti à la Ferté-Gaucher. Donc en gros, on est resté 1 an à côté d'Arpajon à Brétigny. Après, on est parti à la Ferté-Gaucher. Après, on est parti à Grigny à la Garçonnière. Après, on est parti à Cartland où ça a duré 1 an. On a pu faire des roulages, au moins c'était cool. Mais c'était vraiment pas l'idéal. Mais donc ça a été toute l'année 2022. Et fin 2022, je suis vraiment au fond du trou, en train de faire le road trip en limousine avec Alex et les autres gars. Au moment où j'étais en train de faire le road trip, mes caisses étaient en train de moisir sur le parking de Cartland et ça me rendait dingue. Sauf que je trouvais pas la porte de sortie, quoi. Et une amie m'envoie un texto en plein milieu du road trip pour me dire « Eh dis donc, le bricomarché à Étréchy, il est encore à louer ». Parce qu'en fait, pendant que j'étais à la Garçonnière, donc quasiment en mai 2021, quand on commençait à faire les expositions publiques avec la Garçonnière, il y avait des trucs qui me plaisaient pas là-bas dans la méthode de fonctionnement et on n'était pas chez nous, donc c'était assez gênant pour plein de raisons. Parce que du coup, s'il y a des trucs qui allaient pas, il fallait juste qu'on se taise en fait, globalement. Et donc j'avais cherché à trouver un endroit où on pourrait bouger rapidement. Et on avait trouvé ce bricomarché qui était à louer, mais à l'époque... on n'avait pas été mis en contact direct avec la proprio, on avait en gros un intermédiaire qui avait dit ouais on va dire à la proprio que ça vous intéresse, on y croit à votre projet, tout ça. Puis en fait, une fois qu'on a vraiment rencontré la proprio début 2023 et qu'on a eu le fin mot de l'histoire, l'intermédiaire nous a pas du tout aidé. En fait, il nous a planté auprès de la proprio en disant que notre projet il était par-dessus la jambe, que c'était pas un truc sérieux, que ça marcherait jamais. Là. Donc la proprio avait dit bon bah ok, on loue pas à ces gens-là. Sauf que 2 ans plus tard, elle l'avait toujours pas loué, qu'elle avait revu ses prétentions de loyer un petit peu à la baisse. Là, on l'a enfin rencontré et du coup, les choses se sont décidées très vite. Dès que je suis rentré du voyage, début janvier, je suis rentré du voyage aux États-Unis, j'ai rencontré la propriétaire, on s'est mis d'accord. Ça a duré jusqu'à février. Février, on a fait le bail et mi-février, on est rentré dans les lieux à Étréchy, là où on est maintenant. Et ça fait encore plus peur parce que là, le loyer est 10 fois supérieur, quasiment 10 fois supérieur au plus gros loyer qu'on avait payé jusque-là. Tout est plus cher, tout est plus compliqué. On a des vrais employés parce que là, tu peux pas te faire tourner un truc comme ça tout seul. Mais en même temps, plus tu mets des moyens et plus en face, ça a tendance à répondre. Et donc là, on est très content parce que on a enfin du public de manière récurrente sans qu'on soit obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, puisque là on est chez nous, c'est loué, mais je veux dire, personne d'autre que nous ne décidons de ce qui s'y passe. Et on a enfin dépassé les 1000 personnes par mois. Le mois dernier, on a fait 1200, 1300 personnes. Donc tous les indicateurs sont positifs. Et encore, on n'a pas fait la pub parce qu'on n'a toujours pas fait la vraie inauguration, vu que tout n'est pas encore au point comme je l'aimerais. C'était une des questions que vous avez posées. Quand sera la vraie inauguration? On vous le dira. Il y aura une inauguration plutôt presse, etc., qui sera privée. Et on fera une grosse inauguration publique, je pense. Là, on a fait des petits Cars and Coffee, mais on fera un vrai truc pour l'inauguration au courant de l'année. Mais en tout cas, tout va dans le bon sens et j'en suis content. Voilà. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, désolé. Il y a eu une demi-heure juste sur toute l'histoire, mais en même temps, vous êtes là pour que je réponde à vos questions. Donc, sans avoir répondu à des questions très précises, je pense que tout ce que je viens de dire répond à beaucoup de questions que vous pouviez vous poser. Je vais aller chercher mon colis. Il s'est pas moqué de moi. C'est des PLV de James Bond quand certains des films sont sortis au cinéma. Ça vient d'un abonné en Corse. Et ouais, il a pas fait semblant.
Dans les autres questions qui reviennent souvent, évidemment, l'espace F1. Bah, l'espace F1, si vous suivez en filigrane les stories que je peux poster sur Instagram et ce que j'ai publié récemment sur YouTube, vous pouvez voir que je continue à m'en occuper, qu'on a reçu les pièces moteurs de CP Carrillo et de VAC Motorsport, qu'on a envoyé tout ça à notre ami de DXM Motorsport en Thaïlande qui est en train de l'assembler et qui en ce moment même est en train d'attaquer l'assemblage du châssis. Donc là ils ont monté les deux demi-châssis qui vont, les deux demi-trains en gros, qui vont à l'avant et à l'arrière du véhicule, sur lequel ils vont venir poser la coque de l'espace. Et je suis très fier de ça, l'espace ne va pas être juste une coque où ils ont enlevé tout le plancher et qui vont venir poser sur un châssis de voiture de course. Ça sera donc pas un swap de carrosserie comme on a pu voir ailleurs, ça sera bel et bien un espace F1 parce qu'ils gardent la structure centrale de l'espace au niveau du plancher, et donc il y aura vraiment que l'avant et l'arrière qui sont modifiés comme le vrai, avec l'arrière un train complet spécial et à l'avant un train avant spécial. Sur le vrai ils avaient fait un truc un peu à l'arrache sur l'avant parce qu'ils savaient que personne n'allait jamais s'en occuper, sauf qu'on a vu en filmant en dessous et en prenant des photos à quoi ça ressemblait. Là on va faire un truc, enfin ils sont en train de faire un truc qui est mieux, donc ça devrait même rouler mieux que le vrai espace F1. Donc non, le projet il est pas mort, il prend du temps parce que j'ai plein d'autres trucs à faire et que je gère pas juste une chaîne YouTube mais une société, et ça c'est une autre paire de manches. Alors après vous allez me dire oui, Boiserie lui aussi gère une société. Alors ouais, il en gère même plusieurs, beaucoup, et franchement chapeau, parce que ce qu'il fait c'est incroyable. Le mec il gère ça de main de maître, il a su s'entourer, et ça c'est je pense la première chose. À moins que vous soyez un auto-entrepreneur, un monteur vidéo, un photographe, des métiers qui n'impliquent pas d'avoir beaucoup de monde autour de soi, là il n'y a pas de souci. Mais dès que vous avez des ambitions, si vous n'êtes pas bien entouré, je pense que c'est ça le truc qui cause la perte de 99% des projets qui ne marchent pas. Et Boiserie, il a su s'entourer très bien dès le début, puisque sa mère, Nat, elle est omniprésente dans ce qu'il fait, et d'avoir quelqu'un comme ça qui t'aide à tenir la baraque, ça n'a pas de valeur en fait. Je pense que c'est le truc qui fait qu'il a pu se développer autant. Je poserai la question, tiens, quand je le verrai la prochaine fois, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Je sais qu'il explique plein de choses sur internet, sur internet, le boomer. Il dit des choses sur internet, les internets, vous n'avez pas vu, sur sa chaîne Lulu Ronce de Noyer. Mais je serais curieux de voir son avis sur l'impact de sa maman sur l'ensemble de son œuvre. Qu'est-ce qu'elle est belle cette SZ. Donc dans les autres questions, il y avait elle, qu'est-ce qu'elle devient? Toujours pareil. La seule différence, c'est qu'on a peint le toit en gris comme dans le film, parce que dans le film on croyait que c'était du métal nu, et non, ce qu'on avait découvert ici, vous vous souvenez là, il y avait de la peinture, enfin on croyait que c'était du métal nu et on s'est dit ça doit être de la soudure parce que ça n'a pas rouillé comme tout le reste du toit. Et non, c'était de la peinture qui était appliquée sur du mastic, et donc c'est le seul endroit qui n'avait pas rouillé puisque c'était pas du métal, c'était du mastic. Et en ponçant, on a vu que c'était bien de la peinture alu. Donc en fait, tout le toit n'était pas en alu. Donc on lui a fait le même traitement. Seule chose, c'est que quand on a poncé, quelqu'un avait mis du scotch. Vu que la peinture est très vieille, quand on a enlevé le scotch carrossier, ça a arraché un bout de peinture d'origine du film, là. Ça c'est chiant. Et on voit le vrai métal en dessous. On voit surtout que le vrai métal, ça fait des reflets beaucoup plus ouf que la peinture. Je vous vois venir. Hein. Est-ce que tu as peint pendant que la poussière était encore sur la voiture? Pas du tout, c'est faux. Je réfute totalement cette théorie. Même cause, même conséquence. Sinon, à part ça, ça a de la gueule. On commence à la reconnaître déjà un peu plus. Donc voilà, toujours en gros, j'estime qu'il y a
20 000 euros, 30 000 euros de pièces à mettre si on veut mettre le plus gros moteur possible là-dedans. Et donc, pas la priorité. Bon alors, les PLV que m'a envoyé l'ami PF Bond, c'est du Spectre. Dommage, il a pris un petit coup dans la tronche, là, No Time to Die. Et surtout, un GoldenEye. Alors là, mes amis, ça va direct en expo, à côté de la moto, derrière la moto plutôt. Dommage qu'on la voit pas sur l'affiche, mais bientôt il y aura la Z3 qui va arriver. Ça fera donc 2 véhicules de GoldenEye, même si c'est vraiment pas le James Bond avec le plus de gadgets. Et derrière on a, je vous l'avais filmé très rapidement quand on est allé les récupérer. Ah ben non, c'est vrai que j'ai pas posté cette vidéo là encore. Mais bref, le siège de DBS que j'avais acheté aux enchères il y a 2 ans, 3 ans maintenant, qui était encore aux États-Unis, qui a squatté chez Phil pendant un moment, qui reste après chez le transporteur le temps que je fasse une palette avec plus de choses. Mais donc voilà, on est sur un bon niveau de props James Bond maintenant. Et je vais amener ça dans la partie principale du musée maintenant. Allez, c'est parti. Ça roule en plus, c'est cool. Donc le siège, c'est un vrai siège qui a été utilisé dans la DBS, enfin dans une des DBS, puisqu'ils en ont utilisé un paquet. Mais donc dans une de celles où Daniel Craig est monté, puisqu'il y en a plein, c'était juste des cascadeurs. Par contre, alors c'est cool, ça roule, mais ça fait que de tourner sur soi-même. Voilà. Allez, viens par là, Pierce. C'est chiant, ça roule pas droit. Bon alors, de quoi d'autre on parlait? Bah qu'on est arrivé dans ce musée il y a 1 an, que c'est enfin l'endroit qui permet de réaliser, pas tous mes rêves, mais une grande partie de ces derniers, que on a eu, là toutes les lumières sont pas allumées, c'est pas l'ambiance un peu lugubre, c'est mieux que ça normalement, mais on a eu donc la sponsor Milwaukee pour l'outillage et les servantes, et sponsor Facom pour tout ce qui est ameublement, voilà, puisque Milwaukee ne fait pas d'ameublement. Et je galère, vous n'avez pas idée à pousser ce truc. Mais je vous montrerai tout, la réalité. Alors, on a un petit câble de charge sur la belle General Lee. Je pensais pas que cette vidéo durerait si longtemps, mais finalement, est-ce que c'est pas ça que vous vouliez? Du vrai, de l'authentique. Puis ça vous permet de revoir le musée en mode non fonctionnel, là, sans toutes les télés allumées, sans le bruit. Faut pas avoir peur des fantômes ici, hein. Heureusement qu'on a des Proton Pack et une Ecto 1. Parce que quand t'es tout seul là-dedans, et qu'il y a soit pas de bruit, soit des bruits bizarres, t'as presque peur que le T-Rex se réveille. Allez, hop là. Tout ça, ça part là-bas. Bon bah voilà, ça a de la gueule. Demain ne meurt jamais, GoldenEye. La moto de GoldenEye. Enfin, la même, pas la vraie, mais très rare. On a déjà fait une vidéo là-dessus si vous l'avez raté. C'est une 600 cm3, donc c'est plus ou moins les mêmes qu'on avait dans l'armée française, sauf que les Français, c'était des 300 cm3 ou 350. Et cette version-là est hyper rare. Et elle avait les trucs pour... c'était les motos des parachutistes italiens. Donc tu avais les crochets pour mettre les parachutes dessus. Assez stylé. J'adore cette bécane. Avec la lumière, c'est mieux. Voilà, donc le siège de James Bond est en place. J'en profite pour essayer de réparer les Bantam Crisis qui ne marchent pas. Celle-là est tombée en rade au bout de 2 jours et l'autre au bout de quelques semaines. Et c'est comme ça dans une borne d'arcade. Ça c'est l'écran, t'as le tube, la platine qui gère l'écran. Et en dessous, ça c'est l'équivalent de la console ou du PC. Et t'as une alim qui gère tout ça. Et donc va savoir qu'est-ce qui marche pas. Là il y avait une prise qui était pas branchée, qui était branchée dans l'autre, donc je viens de la rebrancher. On verra bien. Elle est très bien le siège à côté de la DBS comme ça.
Voilà, que vous dire de plus sur les sujets où on m'a demandé. Donc Émilie, comme on a dit, elle travaille avec nous sur le commercial, mais aussi sur tout ce qui touche au musée, parce que mine de rien, faut faire des stats tous les mois pour suivre les chiffres. Il faut mettre en place plein de process pour que ça fonctionne tout bêtement. On a 2 employés aujourd'hui, Mathéo et Pilou. Émilie qui est en freelance et moi qui suis donc gérant, donc je travaille dedans mais je ne suis pas employé directement par la société. Et avec tout ça, il faut faire que ça roule, parce qu'il y a des roulages justement, on fait rouler les voitures comme on disait, donc il y a plein de rendez-vous à prendre, il faut communiquer avec les gens, il faut répondre aux mails des demandes diverses et variées qu'on a. Là on est en train de mettre en place des nouvelles pages sur le site internet, puisqu'on ne l'avait pas mis à jour depuis très longtemps et en fait il ressemblait à rien. On est en train de mettre en place des pages pour les voitures, parce que les gens qui visitent ici nous disent « Ah, vous n'avez pas les petites affiches sur toutes les voitures ?» Parce que ça, c'est ce qu'on avait fait il y a très longtemps, et franchement, c'est pas ouf. Donc moi, mon idée depuis un moment, et là, ça y est, on est enfin en train de le faire, c'est de faire une page pour chaque voiture dans le site internet. On va foutre des QR codes par terre, où les gens, du coup, pourront juste scanner le QR code, et ça les mènera à la bonne page sur notre site qui explique toute la voiture. Donc ça ira, ce sera beaucoup plus simple comme ça, et au moins tout le monde aura les infos correctement. Il n'y a pas de problème de j'arrive pas à lire parce que c'est loin, parce qu'il fait trop noir, parce que ceci, cela. Donc ça sera très bien. Voilà, il y a encore plein d'autres idées qu'on a, mais ouais, un endroit comme ça, c'est pas un truc que tu peux avoir et puis plus t'en occuper du jour au lendemain. Il y a toujours des trucs à faire, et c'est sûr que quand on était en voyage, et mine de rien, on prenait du temps le soir, le matin, des fois en plein milieu de la journée, comme vous avez pu le voir sur certaines des vidéos qu'on a fait aux États-Unis, où il faut gérer le musée. Donc au lieu de rouler ou d'aller s'amuser, on se pose dans un coffee shop et puis on travaille, on répond aux mails, on appelle les employés pour voir ce qui se passe. Et ce siège m'énerve de plus en plus parce qu'il est en train de se défaire complètement. Sauf que j'ai pas envie de le refaire. Ils sont tellement beaux d'origine, les sièges de DeLorean. J'ai pas envie de le refaire complètement. J'aimerais bien pouvoir trouver quelqu'un qui me fait un cuir vraiment comme d'origine et que ça ressemble à l'origine. Si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas. Alors une autre question, on me demande combien de voitures il me reste aux USA. Il reste la Z3, la S2000, les 2 Plymouth de Fast and Furious et la voiture de Robocop, la SUX 6000. Donc 5, et l'autre voiture de Robocop, mais qui est dans le container, qui va arriver bientôt. Je ne sais pas si elle est déjà partie ou pas, ça ils ne m'ont pas encore précisé, mais elle ne saurait tarder d'arriver. Donc il y a quand même 5 caisses là-bas. Qu'est-ce que je vais en faire? Très bonne question, j'en ai aucune fichue idée. Il y en a même 5,5 si on compte la chargeur un peu Mad Max que j'ai avec Chris là-bas depuis 2016, qu'on avait acheté ensemble et qui garde là-bas. Donc c'est à moitié ma voiture. Donc 6 voitures techniquement, et sur les 6, la Z3 revient en France, donc ça fera plus que 5, la S2000 reste là-bas, ça c'est à peu près sûr, les 2 Plymouth restent là-bas, donc il y en a 3 qui restent là-bas en tout cas, celle de Chris aussi, donc 4 qui restent là-bas, et la SUX 6000 de Robocop, je sais pas encore ce qu'on va en faire. Je voulais la retaper là-bas, mais au final le moteur il tourne, donc elle n'a pas l'air si pourrie que ça, c'est juste un gros nettoyage. Changer l'intérieur, genre refaire les sièges ou trouver des sièges en meilleur état et les mettre à la place, refaire un peu la carrosserie parce qu'il y a quand même des endroits où elle est un peu fatiguée, et une fois qu'on a fait ça, je sais pas si elle mérite quand même qu'on la ramène ici parce que c'est un peu inconnu. Alors c'est sûr, on a l'autre voiture de Robocop mais qui est du nouveau film, la SUX 6000, peut-être qu'on va la revendre, je sais pas, c'est pas encore défini. On me demande aussi quelles sont les prochaines voitures prévues pour le musée. Comme d'hab, il n'y a jamais rien de prévu, si ce n'est la Mad Max, parce que je l'ai payé il y a bientôt 2 ans, je pense, au mec, et il est en train de la finir. Il aurait dû le finir il y a un moment déjà, en Australie, et donc ça, on va la récupérer encore pour le musée. Puis après, je pense qu'on sera bon pour un petit moment, à moins qu'il y ait des nouveautés imprévues, comme ça arrive souvent, parce que c'est souvent imprévu, en fait, toutes les voitures qui arrivent, c'est de l'opportunité. On me dit, ah bah tiens, il y a ça, machin, bon. On essaye, voilà. Mais je suis déjà content de ce qu'on a, et là maintenant le but c'est de stabiliser le musée pour pouvoir justement recommencer à faire plus de voyages, plus de road trip, plus de tout ça, et voir si on s'étend pas aux États-Unis. C'était l'autre question, tout le monde me dit est-ce que tu veux habiter aux États-Unis?
C'est mon rêve depuis que j'y ai foutu les pieds la première fois en 2013. J'étais pas loin de le réaliser en 2016, 2017. Et comme je vous ai expliqué, après j'ai eu le petit, donc responsabilité en France. Ensuite il y a le Covid, donc là même pas le choix, il fallait rester en France. Depuis que le Covid est levé, depuis fin 2021, j'y suis retourné quand même une paire de fois. Mais quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas être tout le temps là-bas puisque j'ai mon fils qui est ici et qui, lui, ne bougera pas aux États-Unis, en tout cas pas avant sa majorité, j'imagine. Donc, de toute manière, ce ne sera jamais du full-time aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que être là-bas de plus en plus souvent, ça peut être cool. Ça peut être cool, j'aime bien l'idée. Et on est en train de voir avec Chris si on ne peut pas développer un truc là-bas. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des sujets. Si on a oublié des trucs, dites-le en dessous. Si vous voulez que je vous raconte des parties d'histoire qu'on n'a pas racontées, dites-le en dessous aussi en commentaire. On est là pour échanger. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a raconté là. Et puis, s'il y a suffisamment de matière pour faire un autre FAQ, RAQ avec les questions que vous poserez en dessous, on va le faire. Mais donc, ouais, pour conclure, la 604 de Papou, je vais aller la chercher. Je m'engage que avant le mois de juillet, j'allais dire dans les 2 prochains mois, donc ouais, avant le mois de juillet, elle revient ici. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, je ne sais pas si on relancera les travaux ou si juste on l'exposera en tant que tel dans le musée, ce qui honnêtement est peut-être la meilleure solution, de juste remettre ce qu'on a démonté dessus et de la foutre dans le musée en l'état, parce qu'au moins elle vivra et les gens pourront la voir. Voilà. Je vois que madame me regarde, je pense que c'est l'heure d'aller manger. C'est l'heure d'aller manger, c'est ça? T'as une question? Attendez, on va... Oui? Quelle est la question? Vous êtes très flou. Ouais, je commence. Je commence à être gentiment... La fin se fait sentir. Et d'ailleurs, c'est aussi la fin de cette vidéo. Allez, salut, à la prochaine. Pour toi. Oh, il est où que vous allez? Oh, oh, ah, une sortie. Oh non, mince, je vais forcer. Poussez-vous, laissez-moi travailler. Poussez-vous. Voilà, vous pensez qu'on a des soirées endiablées, casino, tout ça? Non, juste on s'amuse. Casino, au pire le magasin, peut-être. Et encore. Quelle vie de rêve.